Bonjour à tous, je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui pour cette conférence sur le thème de favoriser l'agilité et l'innovation pour une excellence opérationnelle à l'échelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans la présentation, je vais m'introduire pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Donc, je me présente, je suis Alexandre Plancheneau. Je travaille dans le milieu des TI depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et puis j'ai eu, on peut le dire, la chance de toujours travailler dans des contextes agiles. Donc j'ai pas mal vu l'agilité évoluer au cours de ces 10 dernières années. Mon parcours, juste pour vous donner une idée, j'ai commencé en tant que AMOA, analyse d'affaires, on appelle ça ici. J'ai commencé en tant qu'analyse d'affaires. J'ai évolué sur un rôle de product owner par la suite. C'est là où j'ai vraiment découvert un petit peu les mécaniques de Scrum, la portion gestion de produits. Ça m'a, comme on dit, ça m'a piqué, ça m'a intéressé. J'ai exprimé à l'époque des souhaits d'évolution de carrière pour aller sur un rôle de coach agile. On m'a conseillé d'être Scrum Master, donc je suis devenu Scrum Master. Après, j'étais sur un rôle de coach agile. Ça nous amène à peu près 2015-2016. Et c'était à l'époque un petit peu l'avènement, l'apogée, on va dire, d'un framework qui s'appelle SAFe. Bon. Donc j'ai commencé à aller un petit peu sur ce type de cadre de travaux. Et donc là, ça m'a amené à faire un peu ce qu'on appelle de l'agilité organisationnelle, à plus voir comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir les bonnes compétences, les bons assets et la bonne agilité au niveau d'un programme. Donc je me suis pas mal développé autour de ça. Et puis aujourd'hui, je suis leader de pratique au sein d'une compagnie qui s'appelle OnePoint. Je lead deux pratiques actuellement, la pratique agile et la pratique gestion de produits. Car pour nous, il y a beaucoup de complémentarité entre ces deux concepts et ces deux approches. Donc on essaye de faire en sorte de faire un maximum de ponts entre l'agilité et la gestion de produits. Voilà pour mon petit CV très rapide en quelques minutes. Pour information, depuis que je suis au Canada, ça va faire 7 ans. J'ai eu l'occasion de travailler avec pas mal d'entreprises différentes, que ce soit la BNC, Cascade, la CDPQ, Bell, Desjardins, la Grix. Bon, en tout cas, j'ai eu l'occasion de voir l'agilité dans pas mal de contextes et d'écosystèmes différents. Autre point que je souhaite ajouter, j'étais censé faire cette conférence avec quelqu'un qui s'appelle Ali, qui est mon client côté CDPQ. Malheureusement, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Bah, je peux vous le dire, il est au Liban. Donc là, c'est assez compliqué pour lui de revenir en ce moment au Canada. Donc il a été bloqué. Mais toute la présentation a été faite avec lui. C'est pas que le fruit de mon savoir, c'est aussi lui qui a contribué. Si jamais vous le souhaitez, en haut, il y a mon QR code pour m'ajouter sur LinkedIn. Ça me fera plaisir de vous avoir et de vous suivre à l'avenir. Revenons-en à nos moutons. Donc la thématique du jour, c'est comment pouvons-nous favoriser l'agilité et l'innovation pour une excellence opérationnelle à l'échelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais définir les 3 gros concepts de cette conférence, histoire qu'on parte à peu près d'une base commune. Donc, premier gros concept autour duquel la conférence va s'articuler, c'est l'agilité à l'échelle. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'agilité à l'échelle? Ça va être la capacité qu'ont des organisations à faire cohabiter plusieurs équipes ensemble et à faire en sorte d'avoir un impact, ce qu'on appelle au niveau programme. Donc, l'agilité à l'échelle, c'est comment on aligne toutes ces équipes, comment on aligne tous nos assets pour être le plus réactif possible et le plus efficace dans nos livraisons au niveau du programme. Premier concept, agilité à l'échelle. Second concept qu'on va pas mal explorer pendant cette conférence, c'est l'innovation, et plus spécifiquement l'innovation au cœur des processus opérationnels. Donc l'innovation, ça va souvent, en tout cas quand on parle d'agilité et d'excellence opérationnelle, il y a souvent deux gros focus. On va avoir un focus sur toute la portion, l'innovation, la culture d'innovation qui soutient l'agilité. Comment je fais en sorte que je fais prendre conscience à tout le monde qu'il faut innover, il faut être disruptif, il faut se changer dans son quotidien. Donc là, l'innovation et l'agilité, il y a des synergies. Donc plus on a un écosystème qui est tourné vers l'innovation, plus ça va être facile de faire de l'agilité. Donc premier point de convergence entre les deux. Et second point, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que l'innovation, ce soit quelque chose comme l'agilité d'itératif. De se dire l'innovation, ce n'est pas à un instant donné, ce n'est pas à un moment donné dans mon organisation ou dans la vie de mes équipes que j'innove, mais c'est en continu et de façon itérative qu'on amène du changement et de l'innovation. Deuxième concept de la conférence. Troisième concept, et j'en aurai fini avec les bases, on va dire, théoriques, l'excellence opérationnelle à l'échelle. Qu'est-ce qu'on entend par ce concept?
Ça va être d'aller chercher un alignement optimal entre les équipes, les processus et les objectifs transverses de l'organisation. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde va dans la même direction et sur les mêmes objectifs, et du coup ça va faciliter notre livraison. Et la deuxième portion, c'est toute la portion excellence technique et technologique. Donc quand on parle d'excellence technique, c'est individuellement, chaque individu au niveau de ses compétences, comment est-ce qu'il est capable d'exceller autour de ça. Et la maîtrise technologique, c'est via les nouvelles technologies qu'on a dans l'organisation, notamment en ce moment, et j'ai vu qu'il y a beaucoup de conférences à ce sujet, l'IA. Bon, comment est-ce qu'on maîtrise les nouvelles technologies et on fait en sorte que ce soit un asset qui nous permet d'être plus efficace dans nos opérations. Donc voilà pour les trois concepts clés qu'on va un peu balayer tout au long de la présentation. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de nos partenaires, ce qui se passe dans l'industrie, quand on va parler de comment est-ce que vous mettez en place plus d'agilité, comment vous allez chercher de l'excellence à l'échelle de façon opérationnelle, très vite, la plupart de l'industrie va vous parler de cadres de travaux, de frameworks, qui vont vous parler de on a mis en place SAFe pour faire en sorte d'être plus efficace d'un point de vue opérationnel, d'être plus efficace dans nos livraisons. Donc c'est ce qu'on appelle des modèles sur étagère. Ils ont pas mal d'avantages, en tout cas ils sont vendus comme pour simplifier une démarche, pour vous dire voilà, vous posez une stratégie pour avoir plus d'agilité, pour être plus efficace, aller sur un cadre de travail un peu packagé, ça va être plus facile à prendre en main. Donc c'est souvent tourné comment dire, comme ça. Et on vous dit également ça va vous permettre d'aller plus vite. Vous allez avoir des roadmaps, des choses, un chemin assez tracé. Et donc on vous dit mettre en place ce type de framework, ça vous aidera à accélérer votre transformation et à arriver plus vite à faire de l'agilité à l'échelle et de l'innovation. Très souvent, ces cadres de travaux, ces frameworks, ils ont des focus. Premier focus, c'est sur l'amélioration des processus. Donc tout ce qui est les processus de livraison, comment est-ce qu'on fait en sorte d'uniformiser, de faire en sorte que tout le monde travaille de la même façon et d'avoir des processus plus clairs et plus lean, pour reprendre leurs propos. Donc c'est beaucoup sur ce focus-là. Deuxième focus qu'ils ont, c'est ce qu'ils appellent la business agility, l'agilité commerciale. Comment est-ce que je vais faire en sorte qu'au niveau de mes programmes, à partir du moment où j'ai une idée et à partir du moment où c'est livré, où c'est en production, comment est-ce que je fais en sorte de raccourcir ce temps, de pouvoir pivoter assez rapidement. Donc c'est tout ce qu'on appelle l'agilité commerciale. Donc ces modèles sur étagère disent que ça va vous aider à aller plus vite sur ça. Troisième point, ils parlent d'accroître la productivité, faire plus avec moins, toujours dans ces optiques d'uniformiser, de rationaliser, faire en sorte de livrer plus rapidement des features, des fonctionnalités. Et dernier point, et pas des moindres, ils disent aussi que ce type de cadre de travail, ça va améliorer la satisfaction à la fois de vos employés. Ils vont avoir une vision, ils vont avoir une mission, ça va être plus clair pour eux, les priorités vont être plus claires, donc ça va améliorer leur satisfaction au travail, ils vont être in fine plus efficaces. Ça, c'est le premier axe de satisfaction qu'ils explorent. Second axe, ils vont vous dire ça va permettre de livrer des choses que vos clients veulent, que vos utilisateurs veulent, donc vous allez avoir une satisfaction client en bout de ligne, parce que vous allez livrer la bonne chose au bon moment. Donc voilà, si je vous peins un peu le portrait de quand on parle d'améliorer, de faire plus d'agilité, plus d'innovation, en général, le marché part sur un de ces modèles sur étagère. Avec ces modèles sur étagère vient tout un tas de préoccupations de la part de nos partenaires. J'en ai mis quelques-uns, on en a mis quelques-uns sur cette slide. Mais en gros, on va nous dire, on est convaincu de l'intérêt d'être plus agile, de se transformer, de faire plus d'agilité à l'échelle, mais on ne sait pas si les équipes seront en mesure de s'approprier l'ensemble des concepts et des façons de faire. Ça va faire beaucoup, il va y avoir beaucoup de choses à refaire, beaucoup de processus à retravailler. On n'est pas certain de la capacité de nos équipes à absorber tous ces changements. Ça, c'est un premier point de préoccupation qui ressort. Un deuxième point, c'est nous ne sommes pas agiles, on va avoir besoin d'un coach pour nous aider. Ah ouais, il faut il y a quelqu'un qui va venir nous aider, on a besoin d'un un peu un super-héros qui va nous expliquer comment faire de l'agilité. Souvent aussi, on a cette préoccupation. Autre préoccupation, nos équipes nous font part de leur insatisfaction concernant la méthode de travail, mais elles sont réticentes à tout changement. Ils nous expriment des changements, ils disent qu'ils veulent faire différemment, mais quand vient le moment d'actionner des choses, on leur donne un peu de pouvoir, un peu de latitude, ils ne font pas, ils ne bougent pas, ils ne savent pas où aller. Ça, c'est souvent une préoccupation aussi que nos clients nous remontent. Autre chose, nous avons mené la transformation auprès des équipes, mais les managers n'adhèrent pas au changement.
On l'a fait, les équipes ont plus de latitude, on fait en sorte de plus les responsabiliser, on a du mal à embarquer nos managers dans toute cette démarche. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que tout le monde se sente inclus dedans? Autre préoccupation, nous avons défini une cible globale pour toute l'organisation, mais nous constatons toujours d'importantes disparités entre les différentes équipes. Bah ouais, quand on suit un gros cadre comme SAFe ou comme PMI, on veut que tout le monde travaille de la même façon. Donc le fait qu'il y ait certaines équipes qui aillent plus vite et d'autres plus doucement, souvent ça va poser des points de friction parce qu'on a l'impression que l'entreprise ne peut pas évoluer à la vitesse optimale. Donc ça aussi, c'est souvent une préoccupation qu'on nous remonte. Prochain point, malgré notre transformation, nous ne savons toujours pas mesurer son impact sur notre performance. On s'est transformé, on a investi dans une transformation de nos façons de faire, dans nos méthodes de livraison, mais on a du mal à mettre un bénéfice derrière, à le rattacher à des choses, de la livraison. Comment est-ce qu'on peut le quantifier? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de savoir, OK, ça nous a aidé sur tel axe, tel axe, tel axe? Souvent, on n'a pas la visibilité dessus. Avant-dernier point des préoccupations les plus fréquentes, on a construit un plan de transformation ambitieux, mais nous n'avons pas les ressources nécessaires pour le mettre en œuvre. On a voulu tout transformer, tout changer, puis on se rend compte que ça demande des moyens, que ce soit des moyens financiers, des moyens en termes de temps, mais en tout cas, on a peut-être pris une trop grosse part du gâteau dès le début, on n'est pas capable d'aller où est-ce qu'on voulait aller. Ça aussi, c'est souvent quelque chose que nos partenaires remontent. Pour finir, dernière préoccupation, nous sommes parvenus à transformer le TI, mais les autres départements n'ont pas pris part à la transformation. Très souvent, ces nouveaux cadres de travaux, et puis c'est d'ailleurs, je pense, une force, c'est une bonne chose, c'est que c'est les TI qui le poussent, qui disent « Ok, on doit changer nos façons de faire, on doit un petit peu ramener de la proximité entre les inputs qu'on a d'un point de vue plus affaires et ce qu'on a d'un point de vue plus technique. » Donc les TI ont pris la balle de rapprocher ces deux mondes. Très souvent, c'est des initiatives qu'eux ont portées, mais on se rend compte qu'eux ont changé, eux ont évolué, mais pas forcément les parties prenantes autour. Donc comment est-ce que maintenant on fait en sorte de ramener les parties prenantes dans cette transformation et que ce ne soit pas que les TI qui se transforment, mais l'entreprise ou l'organisation de façon globale. Donc voilà les principales préoccupations qu'on a, ou qu'on entend en tout cas quand on parle de mettre en place des cadres d'agilité, mettre plus d'innovation à l'échelle. C'est souvent ces choses-là qui vont ressortir. Si je synthétise ces principaux enjeux, les principaux défis que rencontrent nos partenaires, il y a 3 grosses catégories pour moi. Première catégorie, c'est ce qu'on appelle la résistance au changement. Alors, résistance au changement, il faut toujours faire attention. Les gens ne sont pas... c'est résistance entre guillemets. C'est en tout cas la capacité qu'ont les individus et l'organisation à s'approprier des changements dans leur quotidien. Et ce n'est pas toujours facile d'amener ces changements et de faire en sorte que les gens se les approprient. Donc ça, c'est souvent en effet un gros défi que rencontrent les organisations. Comment est-ce que je vais faire en sorte d'avoir un changement efficace à tous les niveaux de l'organisation? Deuxième point que je vois très fréquemment, c'est suivre les bénéfices. Souvent, les approches de transformation sont dissociées de la livraison. Donc on se transforme, mais on n'est pas capable de mettre un bénéfice derrière cette transformation. Donc ça, c'est un enjeu qu'il faut essayer en tout cas de mitiger. Comment est-ce qu'on suit les bénéfices? Comment on est capable de montrer les acquis qu'on a avec notre évolution? Et dernier point, qui est souvent un défi pour nos partenaires quand ils mettent en place plus d'agilité et plus d'innovation, c'est la synchronisation à l'échelle. Si on veut une excellence opérationnelle, ça passe par pouvoir impacter toute l'organisation et pas impacter que des silos ou que des groupes de l'organisation, mais comment on impacte l'organisation de façon systémique. Et ça, souvent, c'est aussi un enjeu, c'est qu'on n'arrive pas forcément à accorder tout le monde au bon moment pour atteindre un objectif un peu plus transverse. Donc voilà, pour synthétiser, 3 enjeux: résistance au changement, difficile de suivre les bénéfices et pas toujours facile de passer à l'échelle, en tout cas de passer à l'étape supérieure. Donc, partant de ces constats, partant de l'industrie, en tout cas qui a tendance à aller sur des modèles sur étagère et partant des principales préoccupations de nos partenaires, on a décelé plusieurs facteurs clés, il y en a 6, qu'on vous recommande d'explorer ou de mettre en œuvre dans vos contextes si vous voulez plus d'agilité, plus d'innovation. Vraisemblablement que ces 6 étapes-là, ces 6 clés-là vont vous aider. La première clé, embarquer le collectif.
quand on fait une transformation, quand on cherche à faire de l'agilité à l'échelle, quand on cherche à faire de l'innovation, ça doit être une démarche qu'on co-crée. Ce n'est pas un groupe, ce n'est pas certains individus qui posent ces bases d'agilité et d'innovation, mais c'est vraiment un collectif. Il faut que tout le monde se sente concerné, que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Ça peut paraître assez banal, mais à chaque fois, je vais vous mettre des exemples, mais c'est fondamental. En tout cas, quand on parle de résistance au changement, quelque chose qui va vous aider à avoir moins de résistance, c'est de co-construire. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est plus que recommandé. Et à côté de ça, il faut être capable de donner un suivi personnalisé pour permettre à chacun de trouver du sens et de se sentir concerné. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de juste dire « Ok, on se transforme, demain, on arrête de travailler, j'en sais rien. On faisait du Kanban, demain, on fait du Scrum, on fait un effet d'annonce, on fait une formation, on s'arrête là. » Souvent, ça ne marche pas. On va devoir suivre pour embarquer un collectif. Ça prend un suivi, ça prend du sens, donc des moyens alloués à cette transformation. Donc c'est comme ça qu'on embarque un collectif. Quand on parle d'embarquer un collectif, l'exemple qu'on a dans l'industrie, qui est, j'ai envie de dire, presque un des plus connus, c'est Spotify. Spotify, ils ont un modèle organisationnel qui a beaucoup été pris en référence. À un moment donné, on parlait du framework Spotify, on veut travailler comme Spotify, on veut faire comme eux. In fine, en fait, tout le cadre de travail qu'ils ont monté, c'est un modèle organisationnel basé sur comment est-ce que j'embarque mon collectif dans tout ce que je fais, comment je fais en sorte que ce soit mon collectif qui décide dans le quotidien. Donc, pour vous parler rapidement de leur modèle organisationnel, en fait, ils ont 4 typologies d'équipes, des squads, des tribus, des chapters et des guildes. Donc, en gros, une squad, c'est quoi? C'est une équipe, si vous voulez, qui est en charge d'un produit. Typiquement, je vais vous prendre, parce que je vous en parle après dans mon exemple. Admettons, un des produits qu'ils ont, c'est tout ce qu'ils appellent l'équipe sign-in, authentification, pour s'authentifier sur l'application Spotify. Donc ça, c'est une équipe. Donc ça, ce serait une squad. Au-dessus des squads, vous avez ce qu'on appelle des tribus. C'est des regroupements de plusieurs projets ou produits de l'application. Donc typiquement, vous allez avoir les portions des gens qui font le sign-in et peut-être que vous allez avoir les gens qui gèrent le lecteur média. Bon, ça, c'est une autre équipe. Ils sont réunis dans une tribu. Quand là, il y a des décisions à prendre qui impactent plusieurs composants ou plusieurs aspects du produit, ils en parlent au niveau de la tribu. En parallèle de ces systèmes de squad et de tribus, ils ont ce qu'on appelle des chapters. Des chapters, c'est une communauté de pratique, si vous voulez. Là, c'est des gens typiquement, tous les développeurs React, qu'importe ta tribu, qu'importe ta squad, tous les développeurs React, ils se rencontrent, ils partagent leur information, ils se tiennent au courant sur les nouvelles tendances qu'ils utilisent dans leur quotidien, comment ils travaillent sur leur code. Donc bref, des communautés de pratique. Dernière chose, les guildes. Les guildes, ce serait l'équivalent des communautés d'intérêt. Typiquement, ils vont avoir des guildes sur la qualité. Donc tous ceux qui sont intéressés par la qualité sont dans cette guilde de qualité. Il va y avoir des guildes sur l'agilité, il va y avoir des guildes sur... Bref, là, c'est plus des sujets d'intérêt. Et donc là, qu'importe son métier, c'est des gens qui ont cet intérêt en commun, qui se rencontrent et qui partagent de l'information autour de ça. Donc tout est monté, en fait, tout le modèle organisationnel de Spotify est monté autour de ces 4 typologies d'équipes. Et ça va permettre de créer un collectif et d'aller chercher de l'alignement. L'alignement des objectifs via la culture du partage. Toutes ces typologies d'équipes et toutes les rencontres associées, c'est dans une optique de partager les connaissances, de partager l'avancement, de partager de façon générale. Donc ça, c'est dans leur ADN, c'est dans leur façon de faire, dans leur modèle organisationnel. On partage, on a des rituels communs pour le faire, et on attend justement dans ces rituels-là que vous partagiez et que vous créez des collectifs. En bout de ligne, pourquoi ils font ça? Ils cherchent à donner plus d'autonomie et à responsabiliser davantage les équipes, tout ça dans le but de booster leur innovation. Donc c'est vraiment l'idée de se dire j'embarque un collectif et le fait que ce collectif soit dans une obligation de partage, dans une obligation de faire grandir les autres, ça me permet d'avoir une force globale plus forte. Je vous ai mis un petit focus sur quelque chose, un truc assez, entre guillemets, qui peut vous paraître assez bête qu'ils font, mais qui fonctionne très bien, c'est ce qu'ils appellent les Monthly All-Hands. Tous les mois, une fois par mois, c'est souvent un gros exécutif de Spotify qui fait et qui anime cette rencontre. C'est assez similaire pour ceux qui connaissent Safe, enfin similaire, toute proportion gardée, mais dans l'idée, ce serait un peu comme un PI planning dans Safe. Bon, dans l'idée, eux, c'est ça, c'est le Monthly All-Hands. À chaque fois, ils vont commencer avec la vision de l'entreprise, la North Star. À chaque fois, ils commencent toujours par ça. C'est où qu'on veut s'en aller dans 5 ans, 10 ans, c'est où qu'on se projette, où est-ce qu'on est rendu par rapport à cette vision. Ils commencent à chaque fois par ça. Ils commencent ensuite par une revue de la performance actuelle
Ils donnent énormément de métriques, ils ont énormément de données. Vous verrez après aussi, ça va venir dans la suite des critères clés. Mais beaucoup de revues de performance sur où est-ce qu'on en est rendu, sur tout un tas de KPI qu'ils suivent. Troisième partie, ils font ce qu'ils appellent des revues d'OKR. Donc, les OKR, c'est des objectifs et des résultats clés associés. C'est un concept de gouvernance organisationnelle, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, c'est de se dire par rapport à nos objectifs, où est-ce qu'on en est dans nos résultats? Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Ou est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est en avance? En tout cas, on donne une visibilité à tout le monde autour de ça. Et dernier point, ils finissent avec une planification directement juste après. L'exemple que j'ai de ce Monthly HoloLens pour vous montrer un petit peu la force de cette chose, c'est justement avec l'équipe Sign-in dont je vous parlais tout à l'heure. En gros, ils ont assisté à un Monthly HoloLens où ils expliquaient que le CEO expliquait qu'ils étaient en retard sur l'acquisition de nouveaux clients. Que là, en fait, le pipe de nouveaux clients qui arrivaient sur Spotify n'était pas bon. Et donc, du coup, qu'il fallait que chaque équipe réfléchisse à dans son écosystème, dans son quotidien, qu'est-ce qu'il peut faire pour ramener plus de clients. Donc, une équipe sign-in, comme je vous dis, c'est de l'authentification. Quand on pense à eux, on ne se dit pas qu'ils vont forcément, eux, pouvoir aller chercher des nouveaux clients. On leur a parlé de ça, on leur a montré tout un tas de KPI, et donc, ils ont été obligés de proposer quelque chose. Donc, ils ont regardé dans leur KPI et ils se sont rendus compte que par mois, ils avaient 30 000 personnes sur la plateforme qui n'arrivaient pas à s'authentifier, qui n'arrivaient pas du coup à aller au bout du processus parce qu'il y avait en fait un problème dans leur questionnaire. Donc, ils sont allés chercher un peu, ils ont essayé de comprendre les routes causes et tout. Bon. Puis, ils ont vu que c'était sur les questions 7, 8, 9, très souvent sur ces trois questions-là, que la phase d'authentification s'arrêtait. Donc, ils se sont questionnés, ils se sont dit, OK, qu'est-ce qui fait que ça bloque à ce moment-là? Ils ont retravaillé leur questionnaire. Ça a pris 3-4 mois à retravailler toutes ces choses-là. Au bout de 3 mois, ils ont réussi à générer, eux, au niveau de l'identification, 6% de plus. Donc 6% de 30 000, ça fait quelque chose comme... exact. Donc ça faisait à peu près 500 clients, en tout cas supplémentaires, qu'ils étaient capables d'amener par mois grâce à ça. Donc tout ça pour vous dire que c'est important de partager de l'information, c'est important de partager les feeds de son entreprise, de donner des datas, et après de responsabiliser les équipes. Allez-y, c'est à vous de nous trouver des solutions, trouvez-nous des solutions. Et donc là, même des équipes de support qui sont plutôt des sign-in, comme je vous dis, ce n'est pas une équipe pure produit. Eux, ils ont proposé, ils ont réfléchi, ils avaient les bons indicateurs, ils étaient au sein d'un collectif qui était capable de les aider, ils ont eu de l'aide de product managers, de gens qui sont venus un petit peu aider, regarder le parcours client, comment ça se passait. Et donc, ils ont trouvé une façon d'aider. Donc voilà, quand on a un modèle en tout cas qui est basé sur un collectif, ça ouvre des opportunités à plein de moments de la vie de l'organisation. Deuxième clé très importante, c'est l'amélioration continue comme garant de l'excellence opérationnelle. Si on veut être excellent d'un point de vue opérationnel, il faut s'améliorer de façon continue. Ce n'est pas vrai que je mets tout en place à un instant T et ça va tenir sur du 2, 5 ans, 10 ans. Pas vrai. Et bien faire du premier coup aussi, on peut en discuter, c'est aussi compliqué. Donc là, il faut être vraiment dans une optique de se dire, je fais de l'amélioration continue, j'itère, et je vais toujours chercher à m'améliorer et à mieux faire. Donc quand on parle d'amélioration continue, il y a deux façons de voir la chose. Il y a les méthodologies. Comment est-ce que je fais en sorte que mes équipes aient la place de faire de l'amélioration continue? Donc comment est-ce que je mets en place 50 façons différentes de le faire. Bon, ouais. En tout cas, comment je fais en sorte que dans le quotidien de mes équipes, il y ait de l'amélioration continue. Donc, c'est sur les méthodologies. Et deuxième point, c'est culturel. C'est là aussi de se dire, OK, il ne faut pas attendre la perfection tout le temps de tout le monde, à tous les instants, mais attendez que les gens rencontrent les objectifs que vous leur donnez et faites-les itérer petit à petit autour de ces objectifs. Donc, c'est une culture aussi de l'amélioration continue, de se dire, c'est normal, peut-être de ne pas faire parfaitement du premier coup, mais on s'y reprend et on itère tranquillement vers la cible. Donc, c'est aussi très, très culturel. Pour faire l'amélioration continue, qu'est-ce que ça vous prend? Évidemment, ça vous prend des retours réguliers, donc avoir une culture un petit peu du feedback, donner en tout cas régulièrement de la vue sur ce qui fonctionne moins bien. Être capable, là aussi, de mesurer la performance. Si on veut faire l'amélioration continue, il faut qu'on mesure ce qu'on fait dans le quotidien. Et c'est souvent ça aussi, d'ailleurs, après, qui aide derrière à enclencher l'amélioration continue, c'est de savoir d'où on part, de définir où est-ce qu'on voudrait être dans 3 mois, 6 mois, 1 an, et de mesurer petit à petit l'amélioration. Donc la mesure de la performance, c'est important de faire de l'amélioration continue. Et dernière chose qu'on cherche quand on fait de l'amélioration continue, c'est de se dire, on s'ajuste en permanence. En fait, on va passer d'une culture de la réaction, où on réagit à des événements, à une culture plus de proaction.
j'anticipe des choses, j'anticipe des opportunités, j'anticipe des changements et je prends une posture plus proactive. Donc c'est ça qu'on cherche à faire avec l'amélioration continue. Comment est-ce que je fais en sorte de toujours être un peu en avance et toujours savoir, oui, il va falloir que je bouge, que j'améliore, mais je n'attends pas de réagir, je suis plus proactif. Une entreprise qui est excellente pour ça et que vous connaissez tous, c'est Google. Donc Google, concrètement, comment est-ce qu'eux, ils concrétisent dans leur quotidien? C'est quoi pour eux faire l'amélioration continue? Ils ont 50 000 façons différentes de le faire, mais ça se traduit dans pas mal de pratiques. J'en ai mis 4. Il y en a vraiment un paquet d'autres. Première chose qu'ils font, c'est qu'ils ont inventé, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, c'est ce qu'on appelle les design sprints. Donc eux, c'est fondamentalement de se dire, je pars avec une idée, je fais quelque chose, je fais une première version, un POC, un MVP, appelez-le comme vous voulez, et à partir de ça, je vais pousser de l'amélioration continue, je vais avoir des datas, je vais avoir de l'insight, je vais savoir ce que mon client attend de plus, je vais voir les données de mon marché, et en fonction de ça, je fais itérer mon produit ou mon service. Première chose qu'ils utilisent, c'est énormément ça. Deuxième chose, c'est le principe du launch et iterate. Mais c'est vraiment ça dans des idées d'amélioration continue. Tu as quelque chose qui rencontre un minimum de nos attentes d'un point de vue business ou d'un point de vue service, lance-le. Il n'est pas parfait, mais tu as le minimum, lance-le. Et en fonction des datas qu'on va avoir, des insights qu'on va récupérer, on va l'améliorer, on va itérer vers une vision finale du produit. Donc ils sont beaucoup dans ça. Là où pas mal d'entreprises attendraient, seraient un peu plus attentistes à se dire « Ok, je veux bien tout couvrir, tous les angles », eux c'est « Non, 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 tu lances et puis on le fera évoluer au fur et à mesure ». Ils ont quelque chose qui est d'ailleurs dans Google, quelque chose qu'ils disent beaucoup, c'est que ce n'est pas le meilleur qui gagne le marché, c'est le premier sur le marché souvent qui est gagnant. Donc il faut arriver en premier sur le marché. Il ne faut pas forcément arriver avec le meilleur produit ou la meilleure chose, mais il faut être là en premier. Donc ça, c'est dans cette optique-là qu'ils font du launch et iterate. Troisième pratique qu'ils font, qui est une pratique, j'ai un peu envie de dire, vieux comme le monde, entre guillemets, mais c'est les notions de post-mortem. Alors souvent, en plus de ça, on aime bien mettre en opposition des styles de travaux agiles, on va dire, des cas de travaux agiles et des cas de travaux plus gestion de projet. Dans l'idée, c'est des choses qui sont totalement complémentaires. Et Google, eux, ils ne parlent pas d'agilité, ils ne parlent pas de gestion de projet, ils ne parlent pas de tout ça. Donc, ils mélangent tout un tas de pratiques. Donc, ils vont tout le temps faire des post-mortem. Quand quelque chose ne fonctionne pas, systématiquement en tout cas, vous essayez de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce qu'on n'a pas atteint nos objectifs, pourquoi est-ce qu'on a beaucoup d'insatisfaction, et ils ne vont pas chercher qui blâmer, ce n'est pas du tout la dynamique du truc, ce n'est pas de savoir c'est la faute à tel département, tel machin, tel truc, mais c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'on a échoué, sur quel asset technologique on s'est reposé, on n'a peut-être pas été à la hauteur, quel type de compétences il nous a manqué. Donc, bref, ça c'est quelque chose qui systématise et qui font beaucoup. À une époque, ça se faisait beaucoup, en tout cas moi je le voyais beaucoup dans mon quotidien. Ça s'est un peu perdu, et puis je pense que c'est une bonne chose de garder ces habitudes de post-mortem. Dernière chose qu'ils font pour favoriser l'amélioration continue, entre autres, c'est le 20% de temps de projet. En gros, c'est chaque employé chez Google a en gros 20% de son temps annuel qui lui est dédié pour faire des projets qu'ils appellent innovants ou des projets personnels. Typiquement, quelque chose qui est né dans Sweaty Time Project, c'est Gmail. Gmail a été inventé dans ce cadre-là. En fait, ils se parlaient entre eux, ils se disaient « Ok, c'est quand même chiant, on s'envoie tous nos trucs sur Exchange, alors qu'on a tout notre écosystème sur Google, nos documents, nos machins, nos trucs. Essayons de nous faire une petite boîte de messagerie en interne pour nous échanger nos dossiers et nos messages. » Donc, ils ont monté Gmail là-dessus, et puis après, ils l'ont proposé au public. Mais c'est sorti de cette chose-là. Donc on fait de l'amélioration continue quand on laisse du temps aussi aux gens de le faire, et ça ouvre de l'innovation et ça ouvre d'autres perspectives business. Les avantages qu'ils en tirent, et ce n'est pas une liste exhaustive, mais développement rapide de fonctionnalités, ça leur permet d'être plus rapides dans ce qu'ils font. C'est toutes ces idées de launch et iterate, de l'amélioration continue, tu arrives plus vite à mettre ta fonctionnalité, étant donné que tu vas chercher un lot plus petit et que tu vas vouloir être le premier sur le marché. Réduction du temps de mise sur le marché et donc accélération de l'innovation également, parce qu'on veut toujours faire plus, toujours itérer et jamais se reposer sur ce qu'on a. Voilà pour la deuxième clé. Où est-ce que j'en suis dans le timing? Ok. Troisième clé que vous pouvez utiliser, c'est mettre en place des approches orientées résultats. Quoi que vous fassiez d'un point de vue excellence opérationnelle, agilité ou innovation, c'est quoi le résultat qu'on veut atteindre concrètement avant même de lancer les choses? Où est-ce qu'on veut aller? Quelle cible on se donne? Et comment est-ce qu'on va la mesurer? Comment est-ce qu'on va faire en sorte de suivre ces résultats?
Donc, considérez tous les moyens possibles pour arriver au résultat souhaité. Il y a souvent plein de façons différentes d'arriver à un seul et même résultat. Donc, regardez tous les moyens qui s'offrent à vous. Choisir les plus pertinents et mesurer l'impact de ces moyens à intervalles réguliers pour prioriser par la valeur produite. J'ai un résultat, j'attends d'atteindre ce résultat régulièrement, la fréquence tous les mois, toutes les semaines, tous les 3 mois, ça dépend de l'initiative que vous suivez, mais en tout cas régulièrement on se rencontre, on voit si on est dans la bonne direction, si on est dans la bonne direction, et puis si les chiffres ne sont pas bons par rapport à notre target, eh ben on s'ajuste. Là, on pivote, on fait autre chose. Mais en tout cas, avoir une approche orientée résultat. Pas dire je vais mettre en place telle pratique, je vais faire telle innovation, tel machin, non. C'est quoi concrètement les dollars que tu vas aller chercher? C'est quoi le temps que tu veux sauver? C'est quoi l'efficience que tu veux que tu cherches? En tout cas, c'est quoi le résultat? Une entreprise qui est extrêmement forte dans ses approches orientées résultats, c'est Amazon. En fait, toute leur culture, c'est une culture du résultat. Tout est orienté sur tout ce qu'ils font tout le temps. C'est comment est-ce que je me mets en place une cible à atteindre et comment je mets en place les moyens pour atteindre cette cible. Bon, ça, c'est leur culture fondamentalement qui est comme ça. Et donc leur but, ça c'est dans leur mot à eux, c'est de maintenir une efficacité opérationnelle exceptionnelle tout en restant innovant. Et c'est pour ça qu'ils ont cette culture d'être orienté résultat. Comment ça se traduit dans le quotidien d'Amazon? Ça va se traduire sur une culture de l'obsession client. Donc ils placent la satisfaction client au cœur de toutes leurs décisions. Bon, ils vont suivre des choses comme le Net Promoter Score, en tout cas savoir ce que pensent leurs clients d'eux à un instant T, d'un service ou d'un produit. Et toutes les décisions sont basées sur ça. Qu'est-ce que notre client pense? Qu'est-ce que notre client dit? Et on agit en fonction de ça. Deuxième chose, ils utilisent les fameux OKR dont je vous ai parlé tout à l'heure pour définir et suivre les résultats. Donc OKR, c'est un système où en gros je définis un objectif que j'essaie de faire le plus transverse possible à mon organisation, ou à mon département ou à mes équipes, mais qu'importe, en tout cas un objectif transverse. Et par rapport à cet objectif, je vais dire, j'en sais rien, j'ai un objectif totalement bateau, hein. Je veux augmenter mes ventes de 50%. Ok, bon, fine, ça c'est ton objectif. Quel KPI tu vas suivre pour t'assurer que tu vas dans la bonne direction? Je vais regarder mon taux d'acquisition client, je vais regarder mon taux de fidélisation, je vais regarder, bon, c'est quoi les KPI qui te permettent de voir que tu vas dans la bonne direction et que tu vas atteindre ta cible. Donc ça, c'est comme ça qu'ils montent tout leur système de gouvernance. Ce n'est pas juste un résultat ou une cible qu'ils veulent mettre, c'est la cible et les KPI qui vont nous permettre de nous assurer qu'on va dans la bonne direction et qu'on a le bon résultat. Dernière chose qu'ils font énormément, c'est ce qu'on appelle la culture des working backwards. En gros, c'est de se dire, avant même de lancer et de finir mon projet, je me projette. Je me dis, OK, on a livré notre service, on a livré notre produit. Qu'est-ce que va dire notre client? Est-ce qu'il va être content? Il va être content de quoi? Pas content de quoi? Et c'est quoi les résultats qu'il va s'attendre? Donc eux, c'est un travail qu'ils font systématiquement avant de lancer un produit, c'est de se dire, je me mets à la place du client final, je fais comme si mon produit ou mon service était fini. C'est quoi leurs enjeux? Et donc là, ça te permet d'aller chercher d'autres résultats. Typiquement, quelque chose qui a été inventé aussi dans le cadre de ces working backwards, c'est leur assistant Alexa. Alexa a été vraiment inventé comme ça. Ils se sont posés, ils avaient réfléchi à un produit qu'ils voulaient mettre en place. Ils ont vu le service final, ils se sont dit ok, mais je vais pas pouvoir contrôler tout mon suivi de livraison en temps réel, pouvoir aller chercher tout ça. Ah bah ça serait fun que j'ai un assistant qui me donne de la visibilité sur où est-ce qu'on est rendu ma commande à tel moment. Tac, ils ont eu l'idée avec ça. Donc tout ça pour vous dire aussi que ces choses-là qui vous cherchent à aller chercher du résultat, à voir ok, comment je peux définir mes futurs résultats, ça aide aussi à favoriser l'innovation parce qu'on se dit pour atteindre telle cible, bah, ça me prendrait peut-être tel autre asset, tel autre produit, tel autre service. On arrive à la quatrième clé qui est harmoniser sans uniformiser. Reconnaître, accepter et maîtriser la diversité des différents cadres de travaux dans son entreprise. D'expérience, ça fonctionne rarement que tout le monde... après, ça dépend de votre groupe. Admettons que vous êtes un groupe TI de 500 personnes avec, j'en sais rien, 15 équipes. Ça va être très dur de contraindre les 15 équipes à travailler exactement de la même façon, avec les mêmes outils. Bref, c'est très compliqué. Souvent, on va se casser les dents, on va parfois aller chercher du désengagement, de la frustration. Bref, c'est un combat qui ne vaut pas toujours la peine d'être mené. Donc, dans l'idée, ne cherchez pas à tout uniformiser dans les méthodes de travail des personnes, mais cherchez à harmoniser. Sachez, c'est quoi les points pour moi, les points de convergence, les choses fondamentales de mes équipes. Donc, j'en sais rien, je vais attendre de leur part qu'ils me disent
leur débit de livraison, je vais attendre de leur part qu'ils me signifient leur dépendance. Bon, en tout cas, c'est quoi les choses qui sont super importantes pour nous d'un point de vue programme et comment est-ce qu'ils vont le faire? Allez-y, faites comme vous voulez, mettez en place les pratiques que vous voulez. Par contre, je suis très clair sur un socle commun de choses que j'attends parce que d'un point de vue programme, pour du reporting, pour plein de choses, j'en ai besoin. Donc ça, c'est des choses qui sont communes à tout le monde. Mais pour le reste, d'un point de vue pratique, allez-y, faites-le comme vous voulez. Donc ça, c'est souvent, en tout cas, gagnant. Moi, je l'ai vu, j'en parlerai juste après, mais c'est gagnant. Donc, qu'est-ce que ça te prend pour réussir à harmoniser sans uniformiser? Ça prend de maîtriser les différents concepts. Bah, en effet, ça, c'est entre guillemets le revers de la médaille. S'il y a plusieurs équipes qui travaillent de façon différente, ça vous prend entre guillemets un peu des garde-fous, des gens qui comprennent ces différentes méthodologies, qui comprennent les convergences entre elles pour mettre un petit peu de cohérence dans le tout. Mais en tout cas, ça prend une maîtrise de tous ces concepts-là. Ça prend des communautés de pratique. Il faut faire en sorte que les gens qui travaillent d'une même façon, eux au moins synchronisent et travaillent. Tous ceux qui travaillent en Scrum, faites en sorte qu'ils travaillent le plus de façon similaire dans du Scrum. Ceux qui font du Kanban, faites en sorte qu'ils aient la même façon de travailler dans du Kanban. Donc voilà, en tout cas, ça vous prend ces communautés de pratique. Identifier le commun, identifier le socle que vous attendez à minima de chacune des équipes, qu'importe leur façon de travailler. Et toujours la même chose, ça amène un focus sur la performance. Vous attendez ce qu'on appelle des outputs, des livrables, vous attendez des choses spécifiques. Comment vous le faites, comment vous organisez pour ça, c'est votre responsabilité, vous êtes des professionnels, allez-y. Par contre, j'attends une performance et j'attends des résultats. Donc là, typiquement, une de nos expériences que j'ai voulu prendre, et ce qui était d'ailleurs une expérience en commun avec Ali, en gros, dans un des cadres de travail où on était ensemble, Safe. On devait mettre en place Safe dans un écosystème, et on a eu beaucoup de mal à faire travailler tout le monde en Scrum. On avait des équipes historiquement qui travaillaient en Scrum, en Kanban, d'autres un peu de l'extreme programming, d'autres en gestion de projet pure. Bref, on avait une diversité de pratiques, et on a voulu faire en sorte d'uniformiser tout le monde et de faire en sorte que tout le monde travaille de la même façon. Ils se sont cassés les dents sur ça pendant quasiment 2 ans, à faire en sorte de mettre des Scrum Masters, des personnes pour accompagner les équipes, faire en sorte de faire entre guillemets des carrés dans des ronds. Ils ont essayé. Ça a créé pas mal de frustration. Et puis après, en l'occurrence, je suis arrivé, alors c'est pas moi l'homme providentiel, mais je suis arrivé dans cette reprise de transformation. Et puis moi, la première chose que j'ai dit, c'est en fait pourquoi est-ce qu'on essaye à tout prix de tous les mettre dans ce carré. Faisons en sorte que chacun travaille un petit peu à sa façon, mais uniformisons ce qu'on attend des gens. Donc on était dans du safe. En fait, ils attendaient quoi? Ils attendaient une liste de dépendances claire. Ils attendaient des story points par période. Donc en gros, une capacité de combien est-ce qu'ils peuvent livrer sur une période. Ils attendaient le nombre de défauts et de bugs qui arrivaient sur la période. Donc bref, en tout cas, ils attendaient des indicateurs. Nous, en fait, si c'est juste des indicateurs que vous attendez, mettons le focus sur chaque équipe nous donne cet indicateur et nous, on s'assure que la donnée qu'ils nous donnent est correcte. Hein. C'est un bon indicateur, c'est un bon KPI. Mais comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils livrent au quotidien, laissons-leur. Et il y a eu un avant, un après. Je veux dire, là, ça a retiré plein de frustrations. Ça nous a permis à nous de nous concentrer sur des enjeux un peu plus programme, un peu plus portefeuille et de laisser un peu plus de latitude au niveau des équipes. Donc en tout cas, si vous avez cette latitude, je vous le suggère, faites en sorte de ne pas tout uniformiser, mais harmoniser un minimum. Avant-dernière clé, et après on sera arrivé au bout, insuffler une vision produit dans l'organisation. Ça, c'est quelque chose que je vois de plus en plus sur le marché, et quelque chose qui est payant en fait. C'est comment est-ce que passer d'une culture très projet, qu'on a beaucoup dans les TI et pas que dans les TI d'ailleurs, mais en tout cas, comment est-ce qu'on parle d'une culture projet à une culture nettement plus produit. Ça aussi, c'est quelque chose qui va vous aider d'un point de vue excellence opérationnelle. Ça va donner une autre dynamique, une autre imputabilité aux équipes. Et c'est souvent quelque chose qui est payant en bout de ligne, comme je vous dis, pour l'excellence opérationnelle et pour l'innovation. Donc, on fait en sorte d'organiser les équipes autour de propositions de valeur, qu'elles soient des équipes métiers, TI, ce que vous voulez. On les met ensemble et ils travaillent autour d'un produit ou d'une composante d'un produit. Ce qu'on cherche dans le quotidien quand on met en place une vision produit, ce qu'on dit aux équipes, c'est faites en sorte de faire des choses utiles et pragmatiques, faites en sorte de faire des choses performantes et viables et des choses qui vont satisfaire vos utilisateurs et qui vont être fédérateurs au niveau des gens qui construisent le produit. Donc c'est cette vision-là, ce souffle-là produit,
ça aide beaucoup à amener une autre dynamique en termes d'excellence opérationnelle. Et ça, c'est un marqueur commun dans l'industrie. Quand vous regardez plein de géants de la tech, ils font du produit sans organiser en produit. Moi, là, j'en ai mis que 3, mais il y en aurait 500. En tout cas, par exemple, Google, j'allais dire, Apple. Le produit et la vision rattachée à un produit, c'est ça qui fait toute leur ADN. Leur vision produit, c'est c'est simple, entre guillemets. C'est simple, utile et esthétique. Ça, c'est la vision produit qu'ils ont et qui pousse à leurs équipes et dans leur quotidien. Tout le monde a cet ADN de se dire je dois faire des choses qui sont simples, utiles, esthétiques. Et c'est une culture produit qui va avec. Donc ça permet d'avoir une vision forte, une vision partagée au niveau de ton entreprise. Tu brises certains silos, tu rattaches tout le monde à une vision produit. Ça aide. Deuxième chose, c'est pour la collaboration interfonctionnelle. En l'occurrence, Tesla, pour eux, ils sont très très forts pour ça. Autour de leur vision qui est de faire de l'énergie durable. Comment je fais en sorte de mettre tous les bons acteurs, qu'importe leur background, mais qui travaillent tous ensemble et qui soient très interfonctionnels. Ça, les visions produits, ça aide aussi beaucoup à faire ça. Quand on travaille en projet, c'est compliqué souvent de faire de l'interfonction. Enfin, on peut le faire c'est pas qu'on peut pas le faire, mais c'est un petit peu plus complexe. Là, quand on a une équipe produit, c'est plus facile d'aller chercher des compétences diverses et variées. Dernière chose, et puis j'ai mis un exemple un peu plus canadien, Shopify, avec toute leur portion innovation continue et réactivité, c'est parce qu'ils ont des approches produits, qu'ils ont des métriques produits, ils s'ajustent en permanence. Typiquement, ils prennent aussi des bonnes décisions. Ce qu'ils avaient fait, par exemple, pendant la Covid, où leur abonnement premium, ils se sont dit, OK, en plus, je vous le fais rapidement. Shopify, ils avaient toute une portion premium rattachée à leur service. Et comme ils ont un mindset très porté sur l'utilisateur, très empathique, ils se sont dit, OK, la Covid arrive, mes utilisateurs vont avoir besoin de s'envoyer plein de choses à gauche, à droite, de revendre des choses en ligne. Mon abonnement premium, je vais le passer gratuit. Pendant un an, ou même 18 mois, je ne sais plus, ils avaient retiré le premium de leur plateforme pour faire en sorte que tout le monde puisse s'inscrire. Résultat, ça a pété, entre guillemets, à ce moment-là. C'est à ce moment-là où Shopify a énormément recruté, avait fait énormément de business parce qu'ils ont pris une vision, entre guillemets, produit, ils ont pris la place de leur utilisateur et ça leur a ramené du business. Donc tout ça pour dire, l'organisation produit, ça t'aide aussi à pousser d'un point de vue innovation. Je finis sur la dernière clé, qui n'est pas des moindres, c'est que quand on veut faire une démarche, que ce soit d'innovation, d'agilité à l'échelle ou pas, ou d'excellence opérationnelle, ça prend d'intérêt le management de façon assez globale, mais en tout cas l'encadrement. On ne veut pas seulement que ce soit des observateurs ou des sponsors de votre excellence opérationnelle ou de l'agilité que vous voulez mettre en place. Vous voulez que ce soit des parties prenantes, des acteurs qui soient aptes à porter cette transformation, qui soient aptes à passer les bons messages. Donc il faut les impliquer. Et donc pour les impliquer, encore une fois, si vous êtes orienté résultat, si vous avez des KPI pour le suivre, ça va être plus facile de les impliquer, de leur montrer, OK, regarde la big picture, regarde ce que je veux atteindre, regarde les bénéfices qu'on va aller chercher, comment on va les tracer. Là, vous allez réussir à les intégrer dans cette démarche. Donc ça va leur donner une volonté de transformer, une volonté de se transformer également. Et eux, ils vont être capables de donner un accompagnement de proximité dans la transformation quand ils vont rencontrer des personnes, quand ils vont passer des messages. Ça va donner un certain poids aux initiatives. La portion menée par l'exemple, si tu attends des gens qui sont un peu plus transparents, un peu plus collaboratifs, qui soient dans une dynamique de collectif, toi, il faut que tu montres que tu es aussi dans cette dynamique-là, donc menée par l'exemple. Et donc tout ça, ça les rend aptes à porter la transformation. L'exemple là que j'ai pris, c'est l'exemple de Satya Nadella, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui, le CEO de Microsoft. Mais en gros, lui, quand on parle d'impliquer le management et d'impliquer le top management dans une transformation d'entreprise, lui, c'est l'exemple parfait. Quand il arrive à Google en 2014, à Google, je dis toujours Google, je ne sais pas pourquoi. Quand il arrive chez Microsoft en 2014, Microsoft est un petit peu dans le creux de la vague, ça commençait à être un peu une entreprise d'un point de vue état d'esprit qui allait plus dans les valeurs de Bill Gates et de ce qu'ils avaient monté à la base. Donc lui, il est arrivé avec une transformation culturelle qu'il a lui-même portée, donc dans une optique de se dire là, de growth mindset, de se dire on veut toujours apprendre plus, on veut toujours expérimenter. Moi-même, je me mets dans cette posture-là, donc il a beaucoup poussé sur ça. Leadership par l'exemple, il l'a fait énormément quand on parle d'ouverture, quand on parle d'authenticité, blabla, toutes ces choses-là. Lui, il l'a fait, il l'a montré, donc il a donné l'exemple.
Et tout ça, ça lui a permis typiquement d'aller chercher la réorientation stratégique pour passer Microsoft plus sur du cloud et sur de l'IA. C'est eux, ils ont pivoté sur ça il y a quelques années en arrière, parce que c'est Nadella qui a pris le call. C'est lui qui a pris ce call-là. Il comprenait les dynamiques de son équipe, il savait ses assets technologiques, il avait une vue de marché, et donc c'est lui qui a pris ces calls-là et qui a réussi à convaincre tout le collectif de partir sur ça. Et à la base, c'était pas gagné pour Microsoft d'aller sur du cloud. C'était vraiment pas dans leur cœur de métier, mais lui, il a réussi à les faire pivoter. Petite slide finale sur entre guillemets, les 6 clés que je vous ai présentées. J'en ai entouré une, insuffler une vision produit. Pour moi, qui est entre guillemets un petit peu mon petit chouchou. Si vous devriez essayer par quelque chose, souvent c'est ça qui est, j'ai envie de dire, sous-exploité dans les organisations. Allez chercher une organisation un peu plus produit. Les 6 autres clés vous aideront tout autant, mais pour moi, l'insuffler une vision produit, ça, de toute façon, ça reprend un petit peu tout ce qu'il y a autour. En tout cas, voilà, vous avez un one-pager de tout ça. J'avais prévu une petite slide en plus, mais je pense que je vais vous la passer. Et puis, petite conclusion. Avant d'aller sur toutes ces clés que je vous ai présentées, c'est toujours bien de savoir, de comprendre de façon très précise d'où on part. D'où est-ce que je pars? C'est quoi mes forces d'un point de vue agilité? C'est quoi mes forces d'un point de vue innovation? C'est quoi mes forces d'un point de vue excellence opérationnelle? Et c'est quoi mes faiblesses? D'avoir cette image-là. Une fois qu'on a ça, établir clairement où on veut être, notre vision, le futur désiré, les bénéfices associés. Être très clair sur c'est quoi que je vais atteindre comme résultat et c'est quoi les KPI que je vais suivre pour m'assurer que j'y vais. De la donnée. Tout est toujours une affaire de calcul, de KPI, donc il faut toujours avoir un maximum de data. Plus on a de data, plus on prend des décisions éclairées. Donc, pas hésiter à récolter du KPI, c'est toujours une bonne chose. Innover, essayer, échouer. Donc apprendre, innover, réussir, échouer. C'est un cycle entre guillemets un peu sans fin. On ne réussit pas tout le temps, c'est normal d'échouer. Quand on échoue, on apprend, on pivote, on essaie des nouvelles choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, l'amélioration continue. Normal de mal faire, c'est normal de se tromper, mais on avance et on itère. Voilà, merci à tous pour votre attention.